Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vérif par 7ème Dimension. Donc La Vérif, c'est votre rendez-vous à 7ème Dimension qui va traiter en fait des nouvelles versions Blu-ray Collector de films qui ont pu marquer leur époque ou marquer tout un genre. Vous avez vu, c'est beau, hein. Donc comme ça fait quelques temps en fait qu'on ne s'est pas eu de manière audio dans vos oreilles et moi à l'enregistrement, je soigne un petit peu l'intro. Donc on est sur la 24e Vérif, le 36e épisode de 7ème Dimension, et ben ça faisait 2 mois que j'avais plus rien produit. Alors les raisons sont toujours les mêmes, 7ème Dimension étant un podcast non rémunéré, donc je fais ça, et ben quand je peux, en essayant de tenir un planning, et c'est vrai que ces derniers temps, il a fallu mettre un coup de cravache au niveau du professionnel, et ben pourquoi ? Pour pouvoir payer le loyer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, et puis j'ai pris un petit peu quelques jours de vacances aussi, ça fait du bien. Donc là, je reprends un petit peu les activités podcastiques et caustiques. Donc, bon, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, je vais le répéter, j'interviens sur différents podcasts. Donc, Metal Advisory pour la musique qui fait du bruit et Chronique d'un Quadra pourquoi ? Qu'est-ce que c'est Chronique d'un Quadra ? Eh ben, c'est du dev perso amélioré en moins con que ce qu'on pourrait produire ou trouver en fait ailleurs. Enfin, moi, en tout cas, je juge plus pertinent, donc j'ai pu reprendre ces activités-là. Donc un épisode de Chronique d'un Quadra la semaine dernière, et là c'est autour de 7ème Dimension, et ben de reprendre un petit peu l'activité. Alors effectivement j'ai annoncé plein de choses pour cet été, pour cette année, donc le calendrier sera tenu mais en retard, donc là on reprend les affaires avec une vérif que j'ai voulu estivale, parce que c'est vrai que l'année dernière j'avais sélectionné 3 films qui représentent un petit peu l'été, et notamment Basic Instinct, j'avais dit qu'il réchaufferait votre été, et là comme on peut le voir avec la canicule, et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas besoin de Basic Instinct. Donc l'année dernière j'avais traité de Miami Vice, donc un Michael Mann, Basic Instinct, un Paul Verhoeven, et j'avais conclu du coup avec un Catherine Bigelow, Point Break. Donc cette année il y aura qu'un seul fleuron de ces films que je catégorise pour l'été en fait, et comme certains auditeurs, certaines auditrices ont pu le notifier en fait sur les réseaux sociaux, j'ai enterré une petite Madeleine de Proust que j'avais pas revue depuis, tenez-vous bien, depuis la VHS, voilà. Et donc du coup je me permets une petite parenthèse avant de reprendre l'actualité de la vérif, à savoir le dernier des Mohicans de Michael Mann et du hit aussi de Michael Mann, parce que je dédie la vérif 2022 voire début 2023 à Michael Mann, donc à chaque fois un fleuron, pas forcément dans l'ordre, c'est plutôt au fur et à mesure de mes envies, donc je traiterai de la filmo de Michael Mann, mais là on s'autorise une petite récréation dans la vérif avec le The Lost Boys,
aka Génération perdue de par chez nous, néo-film de vampire sorti en 1987. Donc on va remettre les choses un petit peu dans son contexte de l'époque, et on parlera du casting, on parlera de ce que ça raconte, et on parlera de pourquoi c'est bien en fait, Génération perdue. Donc The Lost Boys, alors ce qu'il faut savoir en fait avec ce néo-film de vampire qui date de 1987, c'est que c'est aussi le témoignage d'une politique de production des studios de l'époque en fait, où vous pourrez le constater en fait dans les années 80, milieu années 80 jusqu'à la fin des années 90, début 2000, on produisait toujours des films concurrentiels à peu près sur le même pitch, voilà. Et là en fait, Génération perdue, on pourrait le considérer, enfin moi en tout cas à l'époque je le considérais comme une version un peu mongole du Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow, sortie à la même période et qui traite du même sujet jusqu'à certains archétypes aussi de personnages, notamment le petit enfant vampire en fait, qui est traité de deux manières en fait, si on prend le Near Dark de Catherine Bigelow et le Lost Boy de Joel Schumacher. Donc si on devait faire un comparatif, alors on va parler en fait de ce que ça symbolise, pas en termes de qualité. Near Dark serait peut-être l'Independence Day, et Génération perdue, on pourrait le considérer comme Mars Attack, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il y en a qui ils sont déjà en train d'écouter le podcast, ils disent putain, il revient aux affaires, et il raconte de la merde, comme d'habitude. Donc, Génération perdue, c'est vraiment la Madeleine de Proust, c'est vraiment un des fleurons du cinéma des années 80, on va dire. C'est le voisin de porte des productions Amblin, si vous préférez. Donc il y a toute l'esthétique que l'on peut retrouver de ce qui plaît aujourd'hui en fait dans une série comme Stranger Things, et notamment voilà, on va parler un peu de temporalité d'aujourd'hui. Donc si vous avez apprécié la 4e saison de Stranger Things, tout ce côté dans le monde à l'envers avec des vélos à se fabriquer des armes, etc., convoque à la fois Génération perdue et convoque aussi à la fois Freddy 3, Freddy 4, en fait, voilà, qui sont les fleurons en fait d'un savant mélange qu'on savait faire à l'époque dans les années 80, c'est-à-dire un mélange de teen movie en fait et de films d'horreur. Voilà. Donc, ce mélange de teen movie et de films d'horreur, si on doit en prendre un représentant, c'est entre 1984-85 avec le Fright Night de Tom Holland en fait, connu par chez nous sous le nom de Vampire, vous avez dit Vampire, qui est ressorti d'ailleurs dernièrement dans une somptueuse édition Blu-ray Collector de par chez nous, que je vous conseille d'acquérir, filé sur Price Minister, plus connu aujourd'hui sous le nom de Rakuten, Amazon, voilà, allez à la Fnac, essayez de le voler, tout ça, enfin voilà, donc ce film là, Fright Night, mélange, voilà, Tom Holland, pour resituer dans les années 80, il livre quand même des pépites à chaque fois, je dis bien à chaque fois, mais dans les années 80, pas les années 90, parce qu'on lui doit les Langoliers, l'adaptation de Stephen King avec des effets spéciaux, on dira venu d'ailleurs, mais on lui doit notamment la naissance de la franchise Chucky, donc avec Jeux d'enfants. Voilà, ça c'était pour 88, et en 85 il frappe un grand coup, voilà, avec Fright Night Vampire, vous avez dit Vampire, ça marche plutôt bien, parce que du coup, c'est un mariage en fait, le cinéma de genre se marie avec le teen movie, et pourquoi ça marche bien ? Parce que, au final, pourquoi marier le teen movie avec le film d'horreur ? Pourquoi, on peut prendre l'exemple du Dracula de Coppola qui arrivera en 92, pourquoi marier des thèmes nobles de Bram Stoker avec des préoccupations de base d'un John Hughes, d'un 16 Candles ? Parce qu'en fait, le public cible en fait du film d'horreur est le teenager en fait, et l'adolescent. Et pourquoi il est intéressé par l'horreur comme il peut être intéressé par les musiques extrêmes, notamment l'émergence en fait du hard rock et du heavy metal dans les années 80. Et c'est pas pour rien aussi, si vous suivez toujours le raisonnement, qu'on retrouvera ce type de groupe, voilà, tant de glam rock que de hard rock que de metal dans le cinéma horrifique des années 80, c'est parce que l'adolescent, de par nature, repousse les limites. Il cherche la rébellion, il cherche à se faire peur, à repousser les limites de ce qu'il peut entendre, de ce qu'il peut voir, en fait. Et du coup, le thème vampirique se prête vachement, en fait, aux préoccupations, en fait, adolescentes. C'est-à-dire que du côté féminin, c'est l'arrivée des règles, donc le sang, voilà, donc le sang est symbolisé par ça, et puis aussi il y a c'est aussi du côté masculin et féminin, l'envie des premiers rapports sexuels, du passage à l'acte, etc., les drogues, ainsi de suite. Donc du coup, on a énormément de thématiques qui peuvent se marier, du coup, avec le cinéma fantastique, les grandes figures du cinéma fantastique, donc notamment le mythe vampirique. C'est pour ça qu'on va avoir, en fait, dans le milieu des années 80, une hybridation,
voilà, du mythe vampirique avec le cinéma teenager de base américain. Voilà. Donc Fright Night est plutôt un essai largement transformé, donc moi il fait partie quand même des films qui ont marqué mon adolescence, même si mon adolescence je l'ai vécu dans les années 90, c'était des films qu'on pouvait trouver dans les rayons horreur des vidéoclubs, hein, voilà. Le vidéoclub, c'est vrai que aujourd'hui, on en parle à des gens de la génération Z, ils savent pas de quoi vous parlez. Pour eux, le vidéoclub, c'est le navigateur Netflix. Ça a quand même pas la même gueule, en fait, hein, voilà. Donc du coup, c'était aussi un cinéma qui se vendait sur un travail, notamment sur l'affiche du film, donc et le format VHS on peut le comparer en fait au format vinyle pour la musique, donc ça n'a rien à voir avec une petite vignette en fait sur une plateforme de streaming qu'on regarderait sur son téléphone. Donc là, c'était le format VHS, un grand format, plus les affiches pantalons dans les vidéoclubs. Donc forcément, il y avait un travail sur l'affiche qui n'était pas de mettre la tête de l'acteur, si vous voyez ce que je veux dire. On n'avait pas des films déclinables à l'infini avec les têtes d'affiche et juste en nom. Donc là, on avait vraiment un travail graphique et chaque cover, hein, chaque poster, chaque affiche de film était là pour vendre le film. Voilà. Donc celle de Fright Night était plutôt bien sentie, et effectivement quand je repense à celle de Génération Perdue, c'est directement la trombine en fait de Kiefer Sutherland avec des dents de vampire, donc c'est ultra vénère, ultra accrocheur, et c'est très B dans l'esprit en fait, hein. Voilà. C'est quand je dis très B, donc le principe de la série B, c'est d'accrocher en fait, hein. C'est assez putassier dans l'esprit. Donc là on te vend de la camelote, et de la camelote c'est qu'on te vend du film de vampire un peu rock'n'roll entre guillemets. C'est un petit peu le principe de Génération Perdue, de ces films-là. Donc là, je repose dans le contexte toujours. Donc dans cette époque-là, on va dire que la sainte trinité en fait du film de vampire hybridé, c'est Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow, donc Near Dark, c'est Génération Perdue de Joel Schumacher, et c'est Fright Night de Tom Holland, c'est-à-dire Vampire, vous avez dit Vampire. Et effectivement, Génération Perdue avait toujours dans mon esprit, hein, quand je me rappelle quand on l'avait récupéré en VHS avec Peterson, on avait, pour nous c'était une version Z, où on va dire un peu plus mainstream et débilos, d'Aux frontières de l'aube. Ce qui n'est pas totalement faux dans l'esprit. Et on est aussi sur une conception, on va dire, c'est un peu l'ancêtre, une certaine forme de cinéma fantastique à la PG-13. On pourrait y voir, dans les thématiques, un proto-Twilight. Voilà. Non, c'est à peu près ça, hein, si on remet dans le contexte. Donc c'est pas tiré d'une œuvre littéraire, mais c'est la même camelote qui est vendue au début des années 2000, mais ça dans les années 80, et avec tous les clichés des années 80. Et moi j'aime beaucoup ce film-là aussi, parce qu'il a un côté un peu MTV, entre guillemets. C'est pas pour rien aussi, MTV débarque à la même période, donc tout est soigné, de la bande-son au style cinématographique qui est assez clipesque. Et on a un travail à la fois extra-digétique de la soundtrack, voilà, de la music inspired from du film. Donc c'est-à-dire que les titres les plus connus qu'on retrouve sur la bande originale achetée bien après la sortie, est utilisé en fait dans le film. Donc il y a notamment un titre, voilà, je me permets d'aller à la fin limite de la chronique, il y a notamment un titre qui est utilisé dans le film, et je pense que pour des raisons de droit ne sera pas associé et ne sera pas exploité dans la BO officielle, qui est le Walk This Way de Aerosmith featuring Run DMC, qui était déjà dans les années 80 une hybridation en fait du hard rock, du metal avec le hip-hop. Donc d'un côté, on aura cette hybridation avec Aerosmith et Run DMC, de l'autre, on l'aura aussi avec Anthrax, qui ira hybrider aussi son son avec du hip-hop. Mais ça, c'est encore une autre histoire, et peut-être histoire que je traiterai dans un épisode de mon autre podcast, qui est Metal Advisory. Mais revenons à nos moutons. Donc, Génération Perdue, d'où vient l'idée de départ ? Donc l'idée de départ, c'est que c'est une idée, alors pas scénarisée, mais plus ou moins, voilà, le plot de départ est couché sur le papier par Richard Donner, et Richard Donner, à l'époque, c'est pas encore le réalisateur de L'Arme Fatale, c'est le réalisateur des Goonies.
Voilà. Donc c'est un réalisateur chapeauté par Spielberg sous la bannière Amblin. Et Amblin, à l'époque, c'est ceux qui vont faire naître l'imaginaire de millions de gosses dans les années 80, c'est-à-dire que le fantastique et l'incroyable est au bout de ta rue, en fait. C'est-à-dire que voilà, le principe de la boîte de prod Amblin de Spielberg, c'est d'amener le fantastique, l'incroyable, le merveilleux et... un petit peu l'horreur, hein, parce que ça reste Spielberg, dans les lotissements américains, les suburbs, voilà. Donc du coup, à l'époque, il produit en fait ce qui est aussi, on peut en refaire une analogie avec Stranger Things, hein, les petits gamins à vélo qui poursuivent des aventures surnaturelles au bout de leur lotissement, c'était les Goonies. Moi, c'était mon film fétiche quand j'étais jeune. Et les Goonies, c'est un casting d'acteurs dans lesquels on retrouvera un des futurs acteurs de la communauté de l'anneau qui est Shane Austin, et on a déjà Corey Feldman, qui est, on va dire, l'enfant star des années 80. Corey Feldman, donc on le trouve dans Génération Perdue, un peu plus âgé, mais on le trouvait dans Gremlins, on le trouvait dans Vendredi 13, et bien entendu, on le trouvait dans les Goonies. Voilà. Donc Richard Donner se dit qu'il y aurait peut-être un truc à exploiter, c'est-à-dire ce côté enfant à vélo, mystère au bout de ton lotissement, mais plutôt que de chercher un trésor, il sera en proie à des vampires. Voilà le plot en fait. Voilà le plot de départ. Chose qui sera exploitée par Fred Decker et Shane Black un peu plus tard dans les années 80 avec Monster Squad. Voilà. Donc ça aussi, c'est un fleuron du genre hein, dans cette époque-là. Donc voilà le plot de départ, sauf que Richard Donner, en 87, lui, il va être engagé sur une prod un peu plus cossue, qui met en scène Mel Gibson, et qui s'appellera L'Arme Fatale. Voilà. Donc il reste à la prod, il reste aux manettes, et donc du coup... Ce qu'il faut comprendre avec Richard Donner, c'est que lui, il a déjà des contrats en fait de production. Lauren Schuller Donner, qui est sa femme aussi, c'est souvent en fait des choses qui sont en lien avec des grands studios comme Warner et la Fox. Donc du coup, ça sera une prod estampillée Fox, Warner plutôt, comme tous les Armes Fatales. Donc Warner met une option là-dessus. Richard Donner est aux manettes. Il emploie au scénario notamment plusieurs personnes, dont la plus connue qui est Jeffrey Boam, qui sera le futur scénariste de Inner Space, l'aventure intérieure de Joe Dante, notamment aussi d'un Spielberg Chamblin pour Indiana Jones et la dernière croisade, qui est le chapitre 3, et il s'occupera aussi des 2 suites après, il prendra la relève de Shane Black pour les suites de l'Arme Fatale, notamment l'Arme Fatale 2 et l'Arme Fatale 3. Donc voilà, un artisan solide au scénario qui s'occupe en fait de torcher le pitch, et à ce moment-là, on décide en fait de confier la réal à une jeune réalisatrice qui vient de faire ses armes et qui fera, alors je sais plus de mémoire, mais bon voilà, on a quelques encablures du Cimetière que réalisera Marie Lambert, et Marie Lambert est sollicitée du coup pour ce film-là et pour des différents artistiques, et sera débarquée du projet. En même temps, pour ceux qui ont vu Cimetière de Marie Lambert, alors Marie Lambert, elle aura pas fait 10 000 trucs, elle fera même d'ailleurs l'antithèse de son film le plus connu qui est Cimetière, avec Cimetière 2, voilà, avec Édouard Furlong, de mémoire, je crois que c'est 92, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas la réalisatrice la plus fun du moment. Et donc du coup elle est débarquée du projet, et on propose le projet à un jeune réalisateur, parce que c'est un jeune réalisateur à l'époque, qui a un style assez clipesque et qui passe plutôt bien. Il est entre le solide artisan, quelques velléités autorisantes, mais c'est un peu quand même, on va dire, à cette époque-là, un peu pas un yes man, mais voilà, quelqu'un qui peut se piloter facilement. Voilà. Donc cette personne, c'est Joel Schumacher. Donc Joel Schumacher, je lui avais rendu, plein de gens lui ont rendu hommage en 2020, voilà, il nous a quittés en juin 2020. Mais Joel Schumacher, ce que j'aime bien avec sa filmo, c'est Joel Schumacher, il y a 2 axes dans sa filmo. Il y a des produits plutôt dans l'air du temps et assez mainstream, et d'autres œuvres ultra vénères. Et j'ai jamais compris le lien entre ces 2 axes de sa personnalité. C'est-à-dire que le gars, il est capable de te faire Batman Forever, et de l'autre côté, il est capable de te faire Chute libre. Voilà. Donc, et il alternera ça tout au long de sa carrière. On peut lui accorder une espèce de trilogie matinée de Rape and Revenge movie. Voilà, on pourrait appeler ça sa trilogie réac. Voilà, où on y compte Chute libre, Le droit de tuer et 8 mm.
voilà, qui se pose là quand même, hein, c'est quand même pas de la merde, hein, ces films-là. Donc qu'est-ce qu'on lui doit avant Génération perdue, un teen movie qui s'appelle St. Elmo's Fire, avec Rob Lowe, donc voilà, donc à cette époque-là, on retrouvera toujours, c'est un petit peu comme chez Coppola, hein, dans les années 80, c'est un réservoir à stars en devenir, hein, donc alors à star en devenir ou has-been à devenir, hein, comme Rob Lowe par exemple, hein, mais on y trouvera toujours en sous-main du Matt Dillon, du Tom Cruise, etc. Donc St. Elmo's Fire, voilà, c'est du teen movie qui fonctionne bien, à la John Hughes en un peu plus autorisant entre guillemets. Et après, on lui devra quand même des films importants des années 90, comme L'Expérience Interdite, hein, qui, soit dit en passant, a un casting de dingue, hein, qui comporte à l'intérieur William Baldwin, Julia Roberts, Kiefer Sutherland, donc c'est quand même pas rien. Il mettra en scène de manière ultra vénère Michael Douglas dans Chute libre, une espèce de drame réac, et qui inspirera de nombreux morceaux de hip-hop de par chez nous. Donc ensuite, il adaptera du John Grisham à plusieurs reprises, notamment avec Le Client en 94, Le Droit tué en 96, hein, qui mettra en place notre Denton Van Zandt préféré, c'est-à-dire Matthew McConaughey. Alors Denton Van Zandt est un petit clin d'œil à son personnage dans Le Règne du Feu. Il fera quand même, c'est à noter, un Batman à tétons sur le costume pour Batman Forever avec Val Kilmer, et les tétons de Batman seront enfilés en 97 par George Clooney pour cette succulente gourmandise très Z qui est Batman et Robin, où il peut y voir un Arnold Schwarzenegger en Mr. Freeze, hein, voilà, c'est le nom du personnage du méchant, qui a des pantoufles nounours, et ça c'est important. Et 2 ans plus tard, il enchaîne avec un 8 mm ultra vénère sur une investigation dans le snuff film porté par Nicolas Cage. On le retrouvera pour les débuts cinématographiques, notamment de notre acteur préféré de Miami Vice, Colin Farrell, pour Tigerland. Il retrouvera le même Colin Farrell pour Fun Game, et sa carrière s'arrêtera, déclinera légèrement, et les dernières œuvres à noter en 2009-2010, Blood Creek et 12, et à chaque fois on y retrouvera un petit peu en sous-main ou en clin d'œil celui qu'on considérera comme son acteur fétiche, Kiefer Sutherland. Voilà, The Kief. Alors ça, j'adore toujours ce côté-là. Des surnoms, tu sais, on sait pas qui l'a donné, et tu te demandes, c'est pas l'acteur lui-même. Tu vois, le mec s'appelle Kiefer Sutherland, son surnom c'est The Kief. Voilà, donc The Kief sera plus ou moins un acteur régulier de Joel Schumacher, que certains prononcent Joel Schumacher, donc moi j'ai décidé de dire Shoemaker, donc le Choum Choum, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour le postulat. Je regarde mes notes aussi, et j'ai oublié de citer, c'est important de le citer, que la fin de cette hybridation entre mythe vampirique et préoccupation teenager aura sa chute avec Buffy le film, alias Buffy the Vampire Slayer. Donc voilà une joyeuseté, une zèderie que je vous conseille, avec notamment Luc Perry dans le rôle de Pike. Voilà, donc ça peut-être que je le chroniquerai un de ces quatre, on l'a déjà traité dans 7ème dimension en nos pages. Donc voilà pour la réal et l'équipe technique. Maintenant on va s'intéresser au casting. Alors, en ce qui concerne le casting, on retrouve en tête d'affiche la Kiefer Sutherland. Vous avez vu ce superbe accent là, et c'est la fin juillet, là je donne tout là, même au niveau de l'accent. Donc Kiefer Sutherland, fils de Donald Sutherland, et ce qui est bien avec la famille Sutherland, c'est qu'ils ont une filmographie longue comme vos 2 bras, que vous auriez mis bout à bout avec les 2 bras de quelqu'un d'autre. Donc c'est des têtes que vous voyez, des trognes que vous voyez partout dans la série B, la série Z, la série A, et toujours, notamment pour le padré, donc Donald Sutherland, dans le rôle des fils de pute. Voilà, voilà. Donc dès que t'as besoin d'un fils de pute dans l'armée, tu prenais à l'époque Donald Sutherland. Voilà. Il avait vraiment une tête d'enfoiré. Et d'ailleurs, Donald Sutherland, qui tourne encore, hein. C'est ça qui est important avec le Donald, et la peau dure, le type. Hein. Donc, Kiefer Sutherland, c'est un peu comme le Kirk et Michael Douglas, en fait. Moi, je fais toujours... Tu sais, t'as
t'as l'impression que le fils, à un moment donné, devient aussi vieux que le père, où tu te demandes s'il a pas eu quand il avait 12 ans, en fait, son fils. Donc voilà. Et pareil, hein, tu peux pas dire que c'est le fils du postier ou du voisin. Donc voilà, c'est vraiment la même trogne. Donc Kiefer Sutherland commence très tôt sa carrière à l'image, en fait, hein, des fils d'acteurs, hein, voilà, qui traînent toujours sur les plateaux avec papa. Donc on le retrouve déjà comme un chien enragé au côté, en fait, hein, des frères Penn. On le trouvera aussi dans Stand By Me. Ouais, on trouve plein de gens dans Stand By Me, notamment aussi Corey Feldman. Il sera dans l'équipe de tête d'affiche des Young Guns, en fait, hein, c'est du western, un petit movie, voilà, enfin un petit movie, j'en sais rien, ouais, c'est du western un peu popcorn, hein, des années 80, fin des années 80, début des années 90. Young Guns 1 et 2, on le retrouvera aussi chez Joel Schumacher, donc plein de fois, notamment pour L'Expérience Interdite. On le retrouvera aussi dans l'adaptation cinématographique de Twin Peaks, on le trouvera aussi dans Fun Game, dans 12, dans le Mirrors d'Alexandre Aja, et c'est surtout à la télévision qu'il se refera une carrière dans le rôle de l'agent hyper vénère Jack Bauer de 24 heures chrono, un mec qui démantèle des cellules terroristes en 24 heures et 24 épisodes montre en main, et il n'hésite pas à décapiter ses adversaires parce qu'il est pris par le temps, il n'a même pas le temps de pisser. Qu'est-ce que j'aime ça, moi, 24 heures chrono. Et aujourd'hui, vous pouvez le retrouver dans cette série que je n'ai pas regardée parce que ça ne m'intéresse pas forcément, mais apparemment ça marche bien, qui est Designated Survivor, donc en tant que président des United States of fucking America. Et ça, c'était important de le noter. Et Kiefer Sutherland, moi ce que j'aime bien, c'est il a une tête de ces acteurs gourmands des années 80, tu vois. Tu pourrais le ranger aux côtés du sourire carnassier un peu gourmand de Zedri, aux côtés de Dennis Quaid, notamment, et de cet autre acteur qui est Christian Slater, qu'on a pu chroniquer ici même dans Pump Up the Volume. Donc une tête où tu sens qu'il y a du vécu sur sa tronche, et que quand il fume des clopes, il les fume vraiment, et tout autre produit illicite aussi, et c'est ça qui est bon. Donc au niveau de l'équipe à la Stranger Things, des petits enfants en vélo, donc des ados, nous allons trouver deux acteurs notamment qui ont fait les années 80-90 et qui ont fait aussi, on va dire, les choux gras de la presse et qui sont au centre d'une histoire à scandale qui a touché Hollywood, qui sont les deux Corey, The Two Coreys, du coup en version originale, qui sont Corey Feldman et Corey Haim. Alors on va se concentrer notamment dans un premier temps sur Corey Feldman. Alors Corey Feldman, c'est l'enfant star des années 80 qui commence déjà dans des émissions Disney, hein. Alors Disney, c'est pas mal à l'époque, hein. Quand je dis c'est pas mal, c'est pas que c'est bien, je dis c'est pas mauvais, voilà, c'est pas mal. N'oubliez pas que beaucoup d'acteurs, comme notamment Kurt Russell, a fait ses armes dans les productions Disney, et que Disney nous donnera toujours des chanteuses édulcorées qui après lèchent des marteaux avec des gens du hip-hop, On pense notamment à Hannah Montana, on pense aussi du coup à Christina Aguilera, on pense aussi à Britney Spears. Voilà, merci Disney pour nous offrir tant de bonheur et de dévoiement après au niveau musical. Donc voilà, il fait ses armes chez Disney et très rapidement il se retrouve à faire les fleurons du genre des années 80, notamment il se retrouve chez ce bon vieux Joseph Zito pour les besoins d'un Vendredi 13 numéro 4, alias le chapitre final, dans le rôle de Tommy, et Tommy que l'on retrouvera incarné par Tom Matthews dans l'épisode 6, hein, vous avez compris, le 4 c'était le chapitre final, mais ça continue avec l'épisode 5 et l'épisode 6. Alors dans l'épisode 5 c'est un faux Jason, et dans l'épisode 6 nous avant Jason le mort-vivant. Ouais, il devient mort-vivant dans l'épisode 6, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire avant il ne l'était pas. Qu'est-ce que c'est bon les vendredis 13. Donc on le retrouvera aussi en 84 dans Gremlins, on le retrouvera en 85 dans Les Goonies, on le retrouvera dans Stand By Me. Il fera, et quand il rencontre Corey Haim sur Génération Perdue, eh bien ils deviennent copains comme cochons, et enchaînent une multitude de films à la fois au cinéma et d'autres en DTV, donc notamment Plein Pot que je vous conseille, hein, ça c'est du kiff. Dream a Little Dream 1 et 2, toujours avec Corey Haim. Donc Corey Feldman se retrouve dans The Burbs de Joe Dante aux côtés de Tom Hanks. Après s'ensuit des problématiques à force de trop tourner, et enfant star, je ferai une petite parenthèse après avoir parlé de Corey Haim.
enfant star, à l'image de Drew Barrymore, et ben on touche à toutes les drogues, on subit aussi certaines formes d'attouchement et de viol, mais ça on en parlera. Donc du coup donc on tombe dans la drogue, l'alcool et les excès, et du coup sa carrière périclite. Il faudra attendre l'année 96 pour le retrouver dans la seconde adaptation des Contes de la Crypte et au cinéma, parce que toutes les adaptations des Contes de la Crypte, notamment du coup le Cavalier du Diable et ce Bordel of Blood ne sortent pas ici même au cinéma, mais plutôt en DTV. On retrouve en 96 dans Bordel of Blood. Il viendra ensuite faire du featuring dans Toxic Avenger 4. Vous voyez que c'est plus la même cam. On continue avec Puppet Master versus Demonic Toys. Et le monsieur se refera une santé dans la télé-réalité The Two Coreys, donc les deux Corées, qui aura 2 saisons, et il relancera la franchise Génération Perdue avec Lost Boys 2 et 3, et puis c'est fini pour notre ami Corey Feldman à l'heure actuelle, donc il se concentre sur d'autres choses. 2018 aura été l'occasion pour lui de produire et de scénariser A Tale of the Two Coreys, connu chez nous comme Enfant Star, Adolescence brisée, qui est un téléfilm biographique qui raconte en fait les abus qu'ils ont vécus pendant les années 80 avec Corey Haim. Donc on enchaîne sur Corey Haim, et Corey Haim c'est pareil, c'est un enfant star des années 80, donc les deux étaient amenés à se rencontrer. On aura pu le voir dans Peur Bleue, Lucas, Plein Pot, Watchers, et lui par contre lui il tombe très tôt dans les excès, l'addiction aux drogues multiples et dans des états dépressifs. On pourra le revoir dans une scène post-générique de Lost Boys 2, Génération Perdue 2, dans Hypertension 2, et il se suicidera en 2010. J'ai traité de sa carrière dans le bar de Dennis Quaid, la rubrique papier de 7ème dimension, dans le numéro 12, et cette rubrique est dédiée en fait aux acteurs qui ont eu des problématiques. Voilà, donc j'ai traité son cas avec d'autres acteurs, d'autres acteurs de sa génération, et j'avais intitulé ça Génération Sacrifiée. Ça c'est dans le numéro 12 de 7ème dimension, toujours disponible sur notre store. Alors le store, je m'en occupe un peu moins, je vais refondre un petit peu le site et me occuper de ces trucs là, mais si vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez passer commande et vous l'obtiendrez pas rapidement, mais vous aurez ce numéro là. Donc voilà, parce qu'avant de rentrer, on va parler des détails glauques de cette histoire, avant de rentrer un petit peu dans un côté un peu plus fun. Effectivement, si on a pu médiatiser l'affaire Weinstein, les deux Corey Feldman et Corey Haim, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui sont habitués des journaux People et qui ont entendu les histoires de la petite fille, notamment comme Drew Barrymore, et qui pouvaient être scandalisés d'entendre que des adolescents ou des préadolescents de 10-12 ans étaient déjà dans les drogues dures, c'est pas parce qu'ils avaient accès aux drogues dures. Et ça, c'est quand même incroyable, et ça c'est un combat que mène Corey Feldman aujourd'hui. C'est quand même incroyable que cette chose-là ne soit pas passée devant les tribunaux, ou du moins n'ait pas eu la médiatisation qu'elle méritait, en espérant que l'affaire Johnny Depp Amber Heard permette à cette affaire de réémerger et d'accéder aux tribunaux et que les personnes soient condamnées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les enfants stars, enfin la plupart des enfants stars des années 80 au cinéma, à Hollywood, ont été victimes d'un réseau pédophile, composé on va dire de réalisateurs, producteurs, et Corey Feldman et Corey Haim ont été abusés sexuellement, voire violés à cette période, et du coup les parents qui profitaient en fait que leurs enfants tournent, fermaient plus ou moins les yeux sur le fait que ça rapportait de l'argent. Voilà, donc c'est quand même un contexte assez ignoble, et c'était bien aussi d'en parler dans 7ème dimension aussi. Voilà, donc et vous comprendrez aussi pourquoi Corey Haim, sa carrière a terminé de cette manière-là. Donc voilà, c'est aussi ça. Le cinéma, c'est aussi des à côté et des drames. Et du coup, on dédiera en fait cet épisode de podcast à Corey Haim et à Joel Schumacher à ce niveau-là. Donc voilà, je ne pourrais que vous inciter à mettre la main sur ce téléfilm
autobiographique qui s'intitule De par chez nous, Adolescence brisée, donc, et Tale of Two Corries, outre-Atlantique. On a pu y mettre la main dessus avec Peterson, c'est lui en fait, non même pas, alors, pour tout vous dire, c'est la compagne de Peterson qui, en voyant ça en fait sur les tréfonds de la TNT, l'a enregistré sur la box numérique. C'est pour vous dire comme c'est quasi introuvable en fait, hein, voilà. Et je suis preneur en MP ou en commentaire de quelqu'un qui aurait en fait une info d'une version française en DVD, en Blu-ray ou même limite VHS ou Blu-ray ou VHS RIP de cette chose-là. Voilà. Donc niveau casting, on continue parce que ce qu'il faut comprendre aussi avec ce Lost Boys, c'est que parce qu'on a un sacré casting quand même. Donc jusqu'au 10e rôle, tout le monde est plus ou moins connu ou tout le monde a plus ou moins une carrière. Donc on continue, donc après Corey Feldman, Corey Haim, nous avons aussi Jason Patric. Voilà, donc alors, Jason Patric, ce que peu de gens savent, c'est que c'est le fils de Jason Miller, alias le père Karras dans L'Exorciste. Donc quelqu'un qui a, on va dire pareil, hein, qui a évolué sur les tournages. Donc Jason Patric, on va dire, c'est la caution dans le film, c'est la caution teen, c'est un petit peu le gars de 30 ans qui joue l'ado et voilà, qui est censé plaire à ta copine que t'amènes voir Génération Perdue ou Drive-In aux États-Unis à l'époque. Voilà, donc c'est la caution pour vous, mesdames, dans le film. Donc on avait pu le voir précédemment dans Solar Babies, avec d'ailleurs sa collègue à l'écran dans Génération Perdue, qui est Jamie Gertz, qui était déjà aussi du coup au casting de Solar Babies, hein, qui est un espèce de sous-Mad Max. Hein. Il ne retient... en fait, c'est quasiment une décalque du côté enfant perdu de Mad Max 3, en fait. Hein. Donc il est au casting de Lost Boys, on le retrouvera dans La Bête de Guerre, on le retrouvera dans le Geronimo de Walter Hill, dans le Sleepers de Barry Levinson, et c'est lui qui coulera il participera à couler la franchise Speed, avec Speed 2 Cap sur le danger, donc ce qui se passait dans un bus se passe sur un paquebot, et c'est du grand n'importe quoi. On pourra croire à un redémarrage de sa carrière avec Narc de Joe Carnahan, et ça sera non. Alors pourtant le film est très bon, mais ça sans suite. Et on pourra le retrouver ces dernières années dans le Wayward Pines, hein, la série de M. Night Shyamalan. Du coup, je ne sais plus pour quelle raison ça avait été produit, ça ne marchera pas. Et puis après, il disparaît un petit peu des radars, hein, John Patrick. Hein, il vient cachetonner un peu à droite à gauche. Donc autant vous dire que ça démarre sur les chapeaux de roue, et puis après, goodbye. Voilà. Alors pas d'histoire sordide à la clé, voilà. Juste quelqu'un qui s'est retiré, ou qui s'est laissé retirer un petit peu... on va dire de la B ou A liste hollywoodienne. Donc à ses côtés, la Jamie Gertz que j'ai cité, donc joli petit bout de femme qu'on avait déjà pu voir dans le 16 Candles de John Hughes en 84, qu'on reverra dans le Crossroads de Walter Hill, donc on verra dans Solar Baby, qu'on retrouvera après Génération Perdue dans Neige sur Beverly Hills, aux côtés de notre ami Robert Downey Jr., bien avant le Tony Stark de Marvel. On la retrouvera dans un 10e rôle de Twister, et fin 2006, plus de nouvelles, plus rien. Donc voilà aussi pour Jamie Gertz. Dans les rôles de soutien, Edward Herrmann dans le rôle de Max, voilà, qui est, on va dire, le plan amoureux dans Génération Perdue de la mère des deux gosses, voilà, donc c'est à peu près ça. Donc, mais de toute façon, je vais vous faire un résumé un petit peu de ce film-là. Vous avez compris que je cherche mes mots, hein. C'est compliqué la reprise. Hein. Donc bon, voilà, Edward Herrmann, qui nous a quitté en 2014 et qui était aussi l'une des incarnations de l'adaptation en téléfilm d'une franchise de monstres qui n'est pas la famille Addams, qui est The Monsters, et voilà, qui est toute une voilà, qui est on va dire Madeleine de Proust américaine, hein, qui est aussi une série de comics et une série des années 50, et qui est actuellement adaptée par notre ami Rob Zombie pour Netflix, hein, ça débarque pour Halloween cette année, voilà. Et qu'on a pu voir aussi Edward Herrmann dans la série The Practice. On trouvera Diane Waste, donc qui est la mère de Corey Feldman et Jason Patric dans Génération Perdue, dans le rôle de Lucy,
qu'on retrouvera dans Édouard Romain d'Argent, La Mule, Anna et ses sœurs. Donc elle a une sympathique carrière aussi, Diane West. Et dans le 1000e rôle, dans le rôle de Marco le vampire, hein, voilà, parce que tout le monde l'appelle Marco, Alex Winter. C'est alors pour vous donner une idée, j'ai fait voir ça, ce Génération Perdue avec ma copine, voilà, qui elle est de 1988, donc autant vous dire qu'elle est passée à côté de Génération Perdue. Donc je lui ai vendu comme ça, comme le film de l'été. Vous savez, hein, je pense que vous toutes et vous tous, vous êtes un peu comme ça quand vous êtes cinéphile et tout ça, et que votre conjoint ou votre conjointe ou votre ami, peu importe, ne connaît pas un film, vous avez envie de le voir, vous lui survendez. Et moi, je lui ai dit, écoute-moi bien. Voilà, t'as passé une journée de merde. Voilà, c'est comme ça que je lui ai vendu. Voilà, si elle écoute le podcast, je lui fais une spé dédicace, et je dis, voilà, t'as passé une journée de merde, j'ai un film pour toi. Ça sera pas Jack Burton, ça sera Génération Perdue. C'est le proto Stranger Things. Voilà, il y a tout dedans. Il y a la musique, il y a l'ambiance et tout. Ça dure 1h30, tu vois, c'est l'ambiance vidéoclub, tout ça, voilà. T'en as pour ton argent et tu voyages. C'est un voyage, vous voyez. Je l'ai vendu comme ça. Et effectivement, pourquoi je parle de ça, c'est que dans la troupe de vampires, eh ben, il y a celui qui a une sale tronche, c'est-à-dire qui a un mulet un peu frisé. Et ben c'est Alex Winter, alias Marco, et lui il suscite toujours des interrogations, à la fois quand on le voit sur les photos d'époque ou quand on le voit dans le film. Voilà, il passe pas inaperçu, l'ami Marco. Donc Alex Winter, on avait déjà pu le voir en violeur dans un film incroyable qui devrait être au panthéon du cinéma du Rape and Revenge et du cinéma réac, qui est Le Justicier de New York. J'en rigole rien que d'y penser, alias Le Justicier 3, un flanc de la canon avec Charles Bronson. Donc, il est l'un des violeurs, comme Jeff Goldblum, hein, on a tendance à l'oublier, était l'un des violeurs de l'épisode 2 aussi. Hein, voilà, c'est toujours bien. Donc n'oubliez pas, 7ème dimension, on sait d'où tu viens, on se souvient. Voilà. Et ça sera lui l'instigateur d'une drôle de franchise du cinéma, qui est apparemment un truc qui fonctionne aux États-Unis. Ça restera toujours un mystère. Et que j'ai, parce que c'est tellement con que ça en devient bon, qui est la franchise des Bill and Ted. Voilà. J'ai jamais compris comment ce truc aussi débile pouvait être une institution aux États-Unis. Donc c'est à lui qu'on lui doit le scénario de Bill and Ted Excellent Adventure, voilà, en 89. Donc Bill and Ted Bogus Journée en 91 ou 92. Il récidive l'année d'après, même derrière la caméra, pour un projet complet, hein, qui est Freaked, voilà, qui est un remake du Freaks, voilà, de Todd Browning en 93, où à noter que Keanu Reeves y jouera. Alors c'est à la fois une variante, hein, du Freaks de Todd Browning comme de l'île du Docteur Moreau, et à noter que Keanu Reeves y jouera le garçon laitier, un homme vache en fait. Voilà, donc c'était à noter, hein, c'est pour vous donner la teneur du truc, hein. Et c'est pas si con que ça en fait, hein, Freaked. Donc et ça c'est quand même à noter. C'est quand même à noter. Donc ça personne l'a demandé. Personne ne l'attendait, personne n'en a voulu, personne ne l'a vu. Et bien Bill and Ted est revenu en 2020 avec Bill and Ted Face the Music, c'est disponible sur Netflix, et j'ai toujours pas osé regarder la chose, moi. Donc, et je sais que Peterson, en grand gourmand qu'il est de conneries filmiques, là en Blu-ray, hein, voilà. Donc ça, il pourrait vous le confirmer. Je pense que même mentalement, je suis en train d'enregistrer ce podcast-là, je suis en train de communiquer avec lui mentalement, et je le vois en train de me dire, ouais monsieur, ouais, moi j'ai ça en Blu-ray. Donc voilà pour cet incroyable casting, hein, voilà. Donc et avec un casting comme ça, on peut pas avoir quelque chose d'intelligent, hein. Ça, vous l'avez bien compris. Donc c'est quand même un budget de 8,5 millions de dollars. Voilà. On a avec ça, on a un studio, on a une équipe technique, on a de la prod, on a des sociétés d'effets spéciaux derrière. Et tout ça pour raconter quoi ? Eh bien pour raconter en fait l'histoire simple et efficace de l'époque, hein. Et moi c'est ce que j'aime aussi dans le teen movie, enfin dans le film fantastique de l'époque, dans cette particularité, dans cette on va dire ce mélange, dans cette rencontre entre le teen movie et le film d'horreur, le film fantastique et le film de vampire, c'est que ça avait quand même des préoccupations, c'est-à-dire que les acteurs incarnaient des archétypes, mais ils y amenaient toujours un petit truc qui faisait que ça existait.
Et c'est ça qui a toujours fait la force, par exemple, de la saga Freddy par rapport à la saga Vendredi 13. Et c'est pour ça aussi que certaines choses ne marchent pas aujourd'hui. Parce qu'on a des archétypes interchangeables et que tout le monde s'en fout. On n'arrive pas à adhérer au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième rôle, en fait. Voilà. C'est aussi la recette d'un 13 Reasons Why sur Netflix ou d'un Stranger Things, en fait. C'est de faire exister les archétypes au-delà de l'archétype par un bon casting et des acteurs qui infusent un petit peu le rôle. Donc voilà, donc le Génération Perdue, ça raconte en fait l'histoire, toute bête en fait, d'une mère qui vient de divorcer, voilà, d'une mère de famille qui divorce. Donc voilà, ça c'était aussi une nouveauté, des préoccupations des années 80. C'est même précurseur, voilà, donc de parler de divorce, donc qui retourne en fait s'installer chez son père, une espèce de vieille ermite, qui vit sur la côte ouest des États-Unis, à Santa Carla notamment. Voilà, donc qui peut s'apparenter en termes de décor à une espèce de Los Angeles un peu plus low cost, voilà. Donc voilà, elle vient s'installer avec ses 2 garçons à Santa Carla. Alors l'aîné étant Michael, incarné par Jason Patric, et on va dire le plus jeune qui est Sam, incarné par Corey Haim. Et ça a marqué, alors ça nous avait marqué à l'époque, cette espèce de côté de miscast de caster des acteurs plus adultes que leur âge. Le Jason Patric, tu le vois, il a constamment une barbe de 3 jours limite entre les plans qu'il est en train de raser, parce que le mec, tu vois sa pilosité évoluer, il est censé pas être majeur, il est censé avoir 16 ans, tu sens que le mec en temporalité, il a un bon 27-28 ans, tu vois. Et Corey Haim, c'est pareil, il est censé avoir, une dizaine d'années, tu sens qu'il en a 15-16 ans en fait. C'est ça qui est bon en fait dans cette histoire. Donc voilà, elle s'installe en fait chez son padre, qui est une espèce de vieille ermite, et tu sais, ça sert à rien, ça sera justifié un peu plus tard dans l'histoire. Ça sert à rien, mais il y a plein de trucs gratuits, tu vois, au premier plan, en arrière-plan. Déjà, quand ils arrivent, en fait, tu vois, ils sont là en train de rouler, là, et ils arrivent chez le Vioc, et le Vioc fait semblant d'être mort. Tu sais pas pourquoi, en fait. Ça sert à rien, c'est gratuit, c'est con, c'est Z, et c'est là. Donc, et elle fait « Ah, il fait toujours des blagues, mon père !» Enfin, t'as envie de dire, meuf... si ton point de départ, c'est papy qui fume de la weed et qui fait semblant d'être mort, tu m'étonnes que t'as galéré un petit peu dans ta vie de couple et ta vie perso, quoi. Enfin, tu vois le point de départ, quoi. Enfin bref, voilà. Et à noter que je m'excuserai auprès de vous, chers auditeurs, chères auditrices, j'avais même pas remarqué. Pourtant, je l'ai vu 1 million de fois. Et c'est même ma copine qui me l'a fait remarquer. Elle est très dans le détail, en fait, de certains trucs. Et en fait, j'avais jamais remarqué que... alors oui, ce qu'il fait dans sa clôture, en fait, c'est des gros pieux. Mais j'avais jamais remarqué qu'il les mettait à l'envers, en fait. Au lieu de les planter plutôt de les planter dans le sens pointu dans le sol. J'avais jamais... Alors, on sait que le grand-père, spoiler alerte, en même temps je suis en train de vous spoiler un truc, allez, si on calcule, 87, donc voilà, le truc il y a 40 ans, quoi, donc on n'est même plus dans le spoil, là. Voilà, vous avez qu'à le voir, quoi, et effectivement, j'avais jamais fait gaffe, en fait, je m'étais dit oui, il a taillé, ça tombe bien. En fait, non, il se préparait, en fait. Donc voilà, ouais, débarque là-dedans, le vieux, il fume de la weed, il taille et en plus, c'est ça qui est bien pour vous, les amis véganes, hein, si vous écoutez ce podcast, c'est très vegan comme truc, hein, c'est que le mec est dans la taxidermie, quoi. C'est pareil, quoi, cette espèce de loisir hyper glauque. Voilà, le mec est taxidermiste, quoi. Donc voilà, il empaille tout ce qui passe, en fait. Et qui sera d'ailleurs la base d'une private joke. D'ailleurs, le scénario est bien écrit à ce niveau-là. Ce sera une base d'une private joke de Michael envers son grand-père, en fait. Hein. Parce que voilà, le grand-père, on fait une petite parenthèse sur le grand-père. Pareil, hein, lui, on sait pas trop s'il est séparé ou s'il est veuf. Moi, je miserais plutôt sur le côté veuf, et il parle toujours de son date, voilà, qui est la veuve Johnson, et il lui amène des animaux empaillés, dont une marmotte. Et non, la marmotte, il l'offre à Sam. Non, il lui amène carrément un petit chien empaillé. Super classe, hein, comme truc, hein, moi je vous conseille, hein, enfin pour vous, hein, qui êtes célibataire, hein, si vous faites des dates, si votre date, dans le cas d'un homme envers une femme, elle aime bien les chats, amenez-lui un chat empaillé juste pour voir si elle kiffe. Hein.
je pense pas trop. Donc il lui amène ça, et à un moment donné, Michael, il lui dit et tu vas lui offrir quoi? Parce qu'il dit, je vais voir la veuve Johnson. Il fait, tu lui as empaillé quoi, monsieur Johnson? C'est génial. C'est cette espèce de répartie que j'adore. C'est juste génial. Donc voilà, donc... Les deux, donc cette petite famille se recompose autour du grand-père, s'installe à Santa Clara, et ce que moi j'aime bien dans ce film-là, c'est que voilà, c'est vraiment un film de vidéoclub, hein, c'est 90 minutes, ça perd pas une seule seconde. Donc dès qu'ils arrivent en 2 secondes, voilà, en 24 heures, t'as déjà Michael qui est en train de demander s'il y a du taf dans le coin. D'ailleurs, c'est des phrases qui sont... Tu sais, c'est bon, le mec, il est classé, il y a une espèce de simili-mulé, il a un petit DT bricolé, comme ça, tu vois, il sort le truc, et tu sais, il discute avec les bricolos du coin, et tu sais, t'as des petites phrases comme ça, il y a eu taf dans le coin, ouais, non, mais pas grand-chose, et tout. Ça me régale, parce que c'est de la VF investie. Voilà, il y a que ça. Voilà, d'ailleurs, ce film-là, faut le regarder en VF. Il y a des expressions qui sont juste incroyables, qui n'ont rien à voir avec la VO. Et ça fait partie de ces films qui sont meilleurs en VF. Et t'as ce truc que t'avais que dans les années 80-90 où ça fait exister les gens, quoi. C'est-à-dire, tu sais, des trucs qui sont complètement gratuits. Il y a eu taf dans le coin, non, pas trop. Et t'as le genre de truc dans les Steven Seagal, notamment Désigné pour mourir. Quand t'as Keith David qui voit arriver Steven Seagal, il fait « Oh putain, trompe la mort !» Voilà, tu vois, c'est gratuit, mais c'est tellement génial. Le mec, son surnom, c'est Trompe la mort, quoi, tu vois. C'est Trompe la... Enfin bon, bref, voilà. C'est mon amour pour les années 80-80. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Même si j'ai kiffé la dernière saison de Stranger Things, alors oui, il y a tout, il y a les posters, il y a les tenues, il y a la musique, mais il n'y a pas ce petit truc d'âme qu'il y a en plus, en fait, et que vous avez dans ces films-là. Donc voilà, très rapidement, le mec, il arrive comme ça, qui demande s'il y a un peu de taf. Pareil, en 24 heures, la daronne, elle va dans le vidéoclub d'à côté, où elle rencontre Max, qui est... l'équivalent du quadra un peu plouc, voilà, du coin. Tu as des grosses binocles, voilà, tu sens qu'il est un peu gauche, voilà, et en 2 secondes, elle aide un enfant à retrouver sa mère. Enfin, tu vois, c'est génial, quand même. Moi, je kiffe. Et lui, voilà, il lui dit... ah mais ça va, vous avez le sens maternel, tout ça, blablabla, tout ça, non, j'étais là, ah mais vous cherchez du taf, elle lui fait, ah mais ça se voit tant que ça, etc. Donc voilà, en 24 heures montre en main, en une soirée, elle trouve du taf. Bon, alors c'était pas la même époque, hein, mais tu vois, il y a déjà... ce qu'on pouvait retrouver dans Gremlins aussi, c'était cette préoccupation des suburbs, qui est déjà le début du chômage, en fait, la classe moyenne, quoi. Toujours important de s'hydrater pendant la canicule, et toujours important aussi de mettre un peu de sound design avec de la vapoteuse. Voilà, comme ça vous donnera, vous aussi, pour ceux qui vapotent, envie de vapoter pendant le podcast. Voilà, je vous mets à l'aise. Installez-vous, on continue le déroulé de ce film-là. Donc elle trouve du taf, et pendant ce temps, Corey Haim, lui, se balade en fait dans un magasin de comics, et c'est pareil, hein, dans tout ce film-là, on a toute la pop culture américaine, le vidéoclub, le magasin de comics, toute l'ambiance, déjà en fond musical, on a déjà une super BO. J'aime d'ailleurs beaucoup la mise en scène de Joel Schumacher au début du film, hein, qui est en mode road trip, à la fois road trip et un petit peu instant pris de Santa Carla de l'époque, hein. Vous pouvez voir aussi ce film-là comme un témoignage d'une époque, comme les films de Martin Scorsese sont un témoignage de notamment Mean Street, d'un New York qui n'existe plus. Donc et ce Santa Carla est sur une musique bien sentie des Doors, hein, People Are Strange, et on a des tranches de vie en fait, et on voit toute cette culture en fait de Santa Carla qui ressemble à s'y méprendre au Venice Beach des années 80. Venice Beach, c'est une institution, c'est ce que vous voyez dans Californication, mais c'est surtout le point de départ de plein de choses, notamment de toute une scène de hardcore américaine et qui est portée en fait par Suicidal Tendencies. Voilà. Donc dans ce Santa Carla là, vous voyez en fait un témoignage de toute cette génération là qui est des années 80, du skate, du comics, du punk. Donc il y a aussi déjà ce côté-là, et déjà en 87 avec ce côté aussi militant, parce que ce qu'il faut savoir avec Joel Schumacher, c'est que c'est l'un des rares réalisateurs de l'époque
du coup, à ne pas se cacher d'être homosexuel et à montrer, notamment dans Génération perdue, des couples lesbiens, voilà, au début, dans ce côté portrait saisi sur le vif. Donc voilà, il y a un côté sympa, et d'ailleurs, sa mise en scène est très inspirée sur ce film-là. Donc c'est vraiment quelque chose de dynamique. Lost Boys, c'est pas sa durée qui fait qu'on s'emmerde pas, c'est aussi sa mise en scène. Voilà. Donc il y a une capture, il y a une photographie en fait des années 80 et qui peut rappeler aussi les documentaires de la réalisatrice de Wayne's World qui a fait 200 fois, qui est Penelope Ferris aussi, hein, sur le mouvement punk, sur toute l'émergence en fait de cette scène musicale, artistique de la côte ouest des États-Unis. Donc c'était bien d'en parler. Voilà, Génération perdue, c'est pas qu'un scénario débilos quoi. Voilà. Donc du coup, dans ces premiers 24 heures, on a un melting pot assez rapide de toutes les préoccupations de l'adolescent américain moyen et qui fait rêver l'adolescent français moyen. Enfin, moi je m'en rappelle, je regardais ça avec Peterson, on vivait dans des petits bleds, putain, on aurait rêvé d'avoir ce côté fête foraine à côté de la plage avec du concert un peu hard rock, etc. Donc voilà, donc très rapidement... Joel Schumacher va nous filmer la nuit en fait à Santa Carla. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit peu de suspense aussi avant le road trip où on y voit des couples se faire agresser parce qu'on sous-entend être des vampires en caméra subjective. Donc c'est-à-dire que avec le sound design et avec une caméra aérienne, ils vont enlever des gens. On sous-entend que ce sont des vampires. Alors ça, c'est aussi un moyen assez malin qui reprend un petit peu la caméra subjective de Steven Spielberg des Dents de la Mer. Bon, c'est malin. Aujourd'hui, c'est quand même kitschou. Voilà, c'est quand même kitschou. Tu vois les gens regarder la caméra et crier, la caméra arrive d'en haut, ça les soulève. Bon, c'est un moyen sans argent de te montrer qu'il y a des vampires qui volent. Bon, les vampires voleront pas longtemps à la fin du film, en incrustation pellicule, sur fond vert comme on le faisait à l'époque. Bon, heureusement que ça va vite. Donc tu comprends mieux aussi pourquoi il n'y avait pas trop le budget non plus pour avoir les effets spéciaux de Star Wars. Hein. Donc voilà. Moi, je sais pas, parce que si on regarde le travail de Catherine Bigelow sur Near Dark, il n'y a pas de plan aérien. Enfin, voilà. Bon, après, elle est sur un côté un peu assez naturaliste, un peu plus western du mythe vampirique. Je pense qu'il y avait autre chose à faire, mais en même temps, ça va bien avec le Joel Schumacher qu'on retrouvera dans Batman Forever. C'est pas pour rien dans Batman Forever qu'on le retrouve chez Batman. Hein. Voilà, chauve-souris. Hein. Donc il y a encore ce côté-là, certaine forme de cohérence là-dedans. Donc voilà. Donc assez rapidement, il se retrouve dans le côté nuit un petit peu de Santa Carla et nous est présenté. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo quand on y pense, parce que c'est un peu le même délire qu'on a dans le Point Break de Catherine Bigelow, voilà, qui arrive après. Donc le groupe de surfeurs fait écho à ce groupe de vampires punk metal de Génération perdue, enfin glam rock plutôt, hein, parce que voilà, c'est permanenté un petit peu, hein, voilà, c'est veste à clous, mulet ou cheveux permanentés, voilà, c'est une esthétique à la Motley Crue en fait, hein, qu'ils ont, mais ça va bien avec l'époque et ça parle bien au public de l'époque, hein, en fait, voilà. C'est vraiment, voilà, si on devrait temporaliser, c'est vraiment un côté glam rock de la chose. Et donc du coup on a toutes les préoccupations qui se mélangent à une seule nuit, hein. C'est-à-dire que très rapidement, mais après ça fait écho aussi au côté teen un peu de la chose, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir deux temporalités qui s'entrecroisent dans le film. Celle de Sam, de Corey Haim, donc qui est plus jeune, qui lui est plus sur le côté fantastique, incroyable, au bout de la rue, et de l'autre on va dire les attentes de Michael qui est l'autre en fait, qui est la femme, et qui est en un regard, comme ça peut se passer à cette époque-là. Voilà, t'es à Fenforen, tu croises le regard d'une jolie brune, une jolie blonde, et voilà, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les lois de l'attraction, naît l'attirance, et ça va bien avec le mythe du vampire, en fait, il y a ce côté séduction aussi. Voilà. Donc voilà, il accroche son regard sur le personnage de Star, voilà, qui est incarné par Jamie Gertz, et d'ailleurs, il l'aborde avec la pire phrase du monde, quoi. Et d'ailleurs, heureusement, on comprendra que Star fait partie du groupe de David, hein, si vous suivez toujours, incarné par Kiefer Sutherland, qui est un groupe de vampires, en fait, hein, et qu'ils attendent d'elle, en fait,
et que Michael soit sa première proie et qu'elle valide vraiment son statut vampirique, qu'elle soit définitivement une vampire. Parce que là, comme c'est un néo-film de vampire, ça prend les règles de base du mythe vampirique et ça les transpose dans un côté un peu plus moderne de l'époque. Mais on est vampire au final que quand on commet sa première victime, en fait. Voilà. Donc quand on a bu le sang d'une autre personne et pas celle de son maître vampire. Donc ça joue assez bien avec les codes. Et donc ils attendent d'elle que Michael soit sa première victime, et c'est peut-être pour ça qu'il réussit à l'intéresser avec putain, sa phrase d'accroche qui est le pire truc, quoi. Je crois elle le dragouille un peu en mode chaud-froid, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et il lui demande son prénom, elle lui dit Star, et lui, il lui dit je sais pas quoi, j'étais à 2 doigts, mais mes parents ont aussi été dans le bis. Un truc, mais oh là là, d'une lourdeur. Je lui dis mec, oh là là, franchement, il y a moyen que là, tu sortes ça, là. C'est limite le truc que te sort un quinca pourri en boîte de nuit, quoi. Enfin, qu'un quinca pourri sort en boîte de nuit une gonzesse. Hein. Bon, bref, voilà. C'est à peu près le délire, quoi. Donc à ce moment-là, lui il croit faire une touche parce que il a une moto, tu vois. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu sais, c'est le côté un peu primitif des lois de l'attraction homme-femme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une belle caisse, à 17 ans, il a une moto, voilà. Et c'est à ce moment-là qu'intervient toute la zèderie de Kiefer Sutherland dans le rôle de David. Et à un moment donné, tu vois la troupe qui arrive comme ça. Donc, et ils ont un look glam rock, mais incroyable. Moi, je suis fan, tu vois, il y a tout dedans. Il y a Motley Crue, il y a Poison, il y a Bon Jovi, il y a tous les groupes de l'époque. Et en plus, il y en a même un qui a une moto avec un petit drapeau à l'arrière façon auto-tamponneuse. Du kiff, voilà, du kiff. Et il regarde, et à un moment donné, on croit qu'elle va monter sur la moto de Michael, et là, il regarde Jamie Gertz, et il lui fait « Star !» Mais avec une gueule pas possible, et un ton bourgeois. Là, à ce moment-là, tu peux être que conquis par Kiefer Sutherland. Il amène le Z. Alors, il n'y en avait pas besoin déjà. Alors là, il amène la dose. Bon, là, je dis, c'est vendu, quoi. Voilà. Donc là, il me fait kiffer. Et puis, avec un mulet peroxydé, franchement, je crois que Candeloro, il a jamais eu un mulet pareil. Je pense que c'est peut-être ça, en fait, le point de départ pour Philippe Candeloro. Donc voilà, donc du coup, Michael, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu regardes c'est comme quand toi, au même âge, tu vas draguer une meuf, tu vas essayer de l'aborder, et qu'il y a tes potes qui te regardent, et qu'à ce moment-là, tu prends le râteau, et les autres font ouf. Et là, tu regardes le truc, t'as mal pour lui, quoi. Là, elle était à 2 doigts de monter sur la moto, l'autre, il fait « Star !» Et elle arrive, elle monte derrière lui. Et les autres rigolent, ils repartent en moto, et ils rigolent comme les hyènes du Roi Lion, quoi. Tu vois ? Tu sais, c'est vraiment la douche froide. Pendant ce temps, t'as Coraim qui visite le magasin de BD, et avec une espèce de coupe à la laque très Z, mais vraiment les tenues des années 80, avec une espèce de longue chemise bariolée. Alors, il régale comme ça. Et là, il tombe. Alors attention, hein. Là d'un côté t'as eu Kiefer Sutherland, et là débarquent les frères Edgar et Alan Frog, voilà. Donc t'as 2 gosses avec des t-shirts militaires et bandeau dans les cheveux un peu à la Rambo comme ça, qui l'observent sans desserrer la mâchoire, donc ça c'est juste énorme, et ils viennent le voir comme ça, et déjà t'as toute la VF qui se déploie, quoi, avec genre ils le traitent de mecton. Voilà, donc ça c'est bon. À voir en VF, hein, comme je dis, mecton. Et donc du coup, ils se charrient, ils se taquinent un petit peu. Je te montre la mienne, tu me montres la mienne, sur les numéros de BD, en fait. Et ils le prennent un petit peu pour un gars de la ville. Voilà, tu sais, pour un petit bourgeois. Et l'autre, il les calme en leur parlant de ces numéros de Spider-Man ou de Superman qu'il a dans sa collecte, et que eux n'ont pas, en fait. Avec les autres qui font « Non mais tu déconnes, mec !» Ces mêmes gars vous sortiront la phrase du film. Voilà. Et la phrase du film, voilà, c'est celle que j'ai postée sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta, Facebook, pour communiquer, pour communiquer. C'est-à-dire que t'as Sam qui à un moment donné, il les chambre sur leur taf, parce que eux deux essayent de l'avertir qu'à Santa Carla, il y a des vampires, en fait, et que eux sont au courant.
Et en fait, faut les voir un peu comme une team de Van Helsing du pauvre, en fait, et ado, quoi. Et il s'approche très près comme ça, et t'as une joute verbale entre Corey Haim et Corey Feldman, et t'as Corey Haim qui les traque sur leur taf, et Corey Feldman qui lui dit « Mais nous, on se consacre à une tâche plus importante. » Et t'as Corey Haim qui fait « Ah ouais, c'est laquelle ?» Et là, l'autre, il se démonte pas. Il regarde comme ça, il fait « On se consacre à lutter pour la justice, la vérité et la victoire de l'Amérique. » Et t'as Corey Haim qui la regarde et qui fait « Encore, s'il vous plaît, encore. » Et c'est énorme. Les mecs, tu vois, voilà, la vérité, la justice et la victoire de l'Amérique. Et ça, j'adore. Et c'est génial. Rien que pour ça, le film, il est culte. Tu vois, rien que pour ça. Ça, c'est la connerie qu'il pouvait y avoir dans les années 80. Imaginez le scénariste qui écrit ça sur le papier. Et en plus, retranscrit en VF. Et tout ça dit, avec un arrière-plan, on peut nous est suggéré que les parents de ces deux débiles, voilà, sont les espèces de deux hippies derrière le comptoir qui passent toute la durée du film à dormir l'un contre l'autre avec des lunettes de soleil complètement défoncées. Voilà. Donc, c'est des petits détails qui sont mis et disséminés dans le film, comme par exemple un poster de Rob Lowe, tout droit sorti du précédent film de Shoemaker, de Saint Elmo's Fire. Donc c'est des références aux Goonies. Voilà, tout ça étant mis en fait en sous-main. Pourquoi le film est bon ? C'est pour toutes ces conneries. Pour le grand-père qui passe son temps à empailler des marmottes et des castors et à les mettre sur la table de nuit de son petit-fils, et ce genre de petites conneries en sous-main. C'est ça qui fait le sel, en fait. C'est ça qui fait que le film est salé, en fait, hein, tout au long de ce film. Et donc, du coup, on commence à avoir la tangente, donc on aura les frères Frog, voilà, qui essayent de convaincre et de Corey Haim qu'il y a des vampires, en fait, tu vois, à Santa Carla. Et de l'autre côté... donc il y a cette notion aussi, et qui est très teen movie aussi, d'appartenance à un groupe en fait, hein, le bien, le mal, la caste qui va bien, qu'on pourra retrouver dans du cinéma post-teen de la fin des années 90, comme le Disturbing Behavior de Rob Bowman, du coup avec Katie Holmes et James Marsden, où on y représente bien le lycée avec, on va dire, à un moment donné, les punks, les métalleux, les émos, l'équipe de foot, etc., qui avait déjà aussi dans le Brickhouse Club de John Hughes dans les années 80. Donc il y a cette volonté aussi de retranscrire cette notion d'appartenir en fait à un groupe, à des codes, et de se sentir soi-même en fait. Voilà. Je vais un peu loin, mais c'est aussi ça, les codes du teen movie. Et en parallèle, on a ce point de mire de Michael qui est attiré par Star, et Star étant l'hameçon de David envers Michael pour l'intégrer au groupe en fait. Voilà. Il y voit un intérêt, ce côté un petit peu famille. La famille est au centre en fait de tout ça. Donc famille recomposée. En fait, il n'y a de question, voilà, parce qu'on pourrait dire aussi qu'il y a un message sous-jacent dans ce film-là, hein, que c'est pas totalement gratuit, qu'il y a cette notion aussi sur la famille recomposée. Voilà. On y verra que les vampires sont une famille recomposée, que la famille de base, voilà, qui emménage est une famille recomposée, que les frères Frog, en intégrant Corey Haim, c'est de la famille recomposée. Voilà, il y a cette notion d'appartenance et de famille. Voilà. Et donc très rapidement, il y a un crush en fait entre Star et Michael, mais au final, on pourrait imaginer qu'il y a une sorte de triangle amoureux. On y rejoint aussi les préoccupations de Joel Schumacher aussi. Mais le triangle amoureux serait aussi entre Michael et David aussi. Voilà. Et c'est pour ça aussi que le mythe du vampire, et c'est pas étonnant qu'on y retrouve Joel Schumacher, parce que le vampire, et que si on prend le mythe de Dracula, du coup il est à voile et à vapeur. Donc c'est-à-dire il est sur les deux sexes en fait, Dracula. Donc il séduit aussi bien les hommes que les femmes. Voilà. Et ça c'est retranscrit de par le personnage de David en fait. Voilà, qui est dans la séduction avec Michael. Voilà, on voit bien que Star ne l'intéresse pas. Star, c'est juste un levier pour obtenir Michael, en fait. Voilà, et du coup, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'au final, on a le point de départ aussi de Point Break, du personnage de Keanu Reeves, Laurie Petty et Patrick Swayze. Voilà, espèce de triangle amoureux entre Johnny Utah, Bodhi et le personnage de Laurie Petty. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de retrouver ça
Donc, de là à dire que Catherine Bigelow a vu Génération perdue, il n'y a qu'un pas qu'on peut franchir assez rapidement. Donc, tout ça, on va avancer un petit peu dans le résumé du film. L'histoire, c'est pas de vous raconter vraiment détail par détail, mais de vous donner l'envie et de vous raconter les trucs que moi je trouve cool dans ce film-là. Après, s'ensuit aussi un parcours initiatique. À la fois, donc c'est ça qui est très intelligent dans le scénar, dans la mise en scène de Joel Schumacher, c'est que quand j'ai parlé d'adolescent et de repousser les limites, il met en place ces limites adolescentes dans une espèce de parcours initiatique qui le fera valider aux yeux de David, en fait. Donc au début, c'est une course de moto, voilà, où t'as quand même Michael qui regarde David, et l'autre il lui dit ben voilà, suis-nous, et l'autre il fait mais on n'a pas le même moteur, et t'as David qui lui dit je te demande pas de me dépasser, si tu suis c'est déjà pas mal. Donc et c'est vrai que moi ma copine de suite ça lui parle, parce qu'elle m'a dit ouais, c'est vraiment le truc de mec de débile, quoi, c'est à celui qui est la plus grosse. Mais j'ai dit oui, mais c'est ça en fait, c'est exactement ça, c'est ce qu'on retrouvera aussi dans d'autres teenage movies de l'époque qui sont les Karate Kid aussi, voilà, donc avec toujours cette notion de triangle amoureux. Voilà, donc il y a ce côté à mesurer en fait sa tub Michael David, et ça le pousse à repousser ses limites, quitte à, et on retrouvera aussi ce côté-là à un moment donné, et ça avec le temps. On le voit pas forcément à l'époque quand on est plus jeune, mais là de l'avoir revu, il y a des petites notions aussi sur on va dire sur l'âge que peut avoir David en fait. C'est-à-dire que quand ils vont dans leur grotte, il lui explique en fait. Alors moi je trouvais que à l'époque c'est vrai que j'avais pas fait gaffe quand il expliquait qu'avant c'était une ancienne boîte de nuit, une soirée où c'était produit, tel groupe, etc. Et en fait et que ça s'était effondré avec le séisme de la faille en fait de Sant'Andrea, etc. Et en fait, c'est vrai que j'avais jamais percuté que le fait qu'il raconte ça, c'est parce qu'il l'a vécu en fait. Donc ça en dit long en fait. Et il y a ce côté-là aussi dans le Near Dark, où il y a des petites choses en fait qui sont posées sur le personnage de Lance Henriksen, voilà, qui mène le groupe de vampires dans le Near Dark, sur des éléments qui viennent de la guerre de sécession. Donc ça c'est toujours bienvenu en fait. Parce que ça amène un peu plus de profondeur. Donc voilà, et ça en fait quelque chose de plus intelligent que ce que ça y paraît dès le départ en fait. Donc voilà, donc ils l'amènent en fait dans leur antre, voilà. Plus tard, quand il y aura une expédition menée par les frères Frog, ils expliqueront qu'en fait cet antre, c'est carrément aussi un cercueil en entier, voilà. Et donc ils amènent Michael à l'intérieur, et son rite initiatique se termine par boire du vin et fumer en fait, donc ça fait écho un petit peu au sang du Christ, mais qui est surtout le sang vampire en fait, et qui va l'amener à devenir un vampire lui-même, voilà. Donc au final, c'est plus une relation entre David et Michael. La romance avec Star est plus anecdotique. Alors bien entendu, canon de l'époque, voilà, et morceaux, parce que la BO est pas en reste, hein, donc on aura des trucs très... Alors le morceau Cry Little Sister, qui est le thème du film, est très très bien, que je vous encourage à écouter et à récupérer. Voilà, alors moi j'ai choisi d'illustrer ce podcast avec le morceau le plus Z, qui est Still Believe par Tim Capello, parce que moi quand j'avais vu le film à l'époque, je me suis dit mais c'est génial, le mec il est huilé, musculeux, il fait une espèce de glam rock à coups de saxophone, c'est génial, ça ne pourrait pas exister aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est pas Cry Little Sister que j'ai pris en illustration sonore ce podcast, mais bien le Still Believe de Tim Capello. Mais donc du coup voilà, le Cry Little Sister sera réutilisé à un moment donné pour la scène, parce que ça je pense que c'est dans le cahier des charges aussi. Teen movie, il faut qu'il y ait du sang, il faut qu'il y ait de l'horreur, et il faut qu'il y ait un peu de sexe. Voilà, donc ça sera réutilisé voilà, dans cette scène de sexe entre Jamie Gertz et Jason Patric. Voilà. Donc Jason Patric est en train de se transformer en vampire, et très rapidement en fait Corey Haim s'en rend compte. Et c'est là aussi que sont utilisés en sous-main n'importe quelle chose dans le décor en fait. Donc c'est-à-dire que le chien de la famille
est utilisé aussi comme rempart. Alors il y aura 2 chiens en fait dans le film, il y en a un qui représentera, qui est le chien en fait du personnage de Max, qui est le love interest de la daronne, qui représentera le chien des enfers, et on a le chien de la famille, Nanook, voilà, super nom pour un chien, voilà, qui sera aussi le meilleur ami de l'homme et le représentant un rempart et de protection, qui aura son rôle à jouer dans l'assaut final aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs à noter que le chien dessoute de la meilleure des manières l'un des vampires, c'est à noter. Donc c'était un film à regarder sous l'angle canin aussi, voilà. Donc il n'y avait pas que Roland Emmerich qui mettait en scène des chiens dans ses films. Donc voilà. Donc tous les éléments du décor sont utilisés en fait à ce moment-là. La notion de soif, etc. Effectivement, on aura 2 temporalités. Corey Haim, qui a conscience qu'il y a des vampires, et dont son frère devient un vampire. Et ce qui est très drôle, c'est que les frères Frog ne feront que répéter à chaque fois, parce qu'ils les appellent parce que les frères Frog lui donnent on va dire une édition d'un comics qui s'intitule Tale of a Vampire, ou je sais plus comment ça s'appelle, et donc avec leur numéro derrière, et eux ils sont là comme ça. Vois-le plutôt comme un guide. Ah, mais ils sont géniaux, Corey Feldman est génial dans ce film. Il a déjà cette gueule-là dans les Goonies, ça marche très très bien. Donc du coup, à chaque fois qu'il les appelle au téléphone, tu les vois, alors déjà, leur vidéoclub, il est ouvert nuit et jour, hein, déjà. Et à chaque fois qu'il les appelle, c'est « tu devras tuer ton frère ». Tue ton frère. J'adore ça, c'est genre la phrase, c'est un peu comme tue ta femme et vends tes enfants, quoi, tu vois. Donc non, mais tue ton frère. Et l'autre, il dit, mais non, mais vous déconnez, c'est mon frère, je peux pas le tuer. Mais nous le tuerons. Et ils essaieront, quoi qu'il arrive, et c'est ça qui est bon, tu vois, c'est de tuer, en fait, des membres du casting, parce que c'est des vampires, alors qu'ils sont du bon côté de la barrière. Et ça, c'est très très bon dans le film. Donc voilà. Donc ça, c'est très bien. Donc, et le fait que du coup Michael devienne au fur et à mesure un vampire et que son frère le sache donne lieu à des private jokes qui sont très bien, parce que la mère elle pige rien à ce qui se passe. Elle, tout ce qu'elle voit, c'est que son plus jeune lui raconte de la merde sur les vampires, et que l'aîné en fait il découche, il rentre complètement défoncé. Elle essaye d'avoir une discussion qui est un peu le truc lourd que tes parents te poseraient si vous voulaient te raconter quand t'as 15 ans comment fonctionnent les relations sexuelles, en fait, tu vois. Et elle, dans son point de vue, elle le voit juste comme son aîné qui est un peu paumé, ou qui a une nouvelle copine, etc., et qui doit fumer des joints, il faudra en parler, en fait. Alors que lui, il est juste en train de se transformer en vampire. Et qui donne lieu à une scène d'ailleurs très rigolote, où à un moment donné, Michael voit, du coup, donc il devient vampire, et c'est la naissance de ses pouvoirs, comme notamment, il ne contrôle pas le fait qu'il vole, donc il flotte, et à un moment donné, il gueule, il fait n'importe quoi, donc t'as le personnage de Sam qui s'enferme, qui appelle sa mère en lui disant qu'il devient un vampire, et l'autre, en fait, il est en train de flotter dehors avec le combiné du téléphone, en train de dire que c'est de la merde, en fait, et que c'est pas vrai, et les deux sont en train de discuter avec la mère par téléphone et par fenêtre interposée. Donc et le montage et la mise en scène est plutôt bien faite. Donc Génération perdue à l'époque, parce qu'on attend, j'ai parlé des Freddy, mais notamment avec le premier Griffe dès la nuit, c'est quand même le haut du panier à ce niveau-là, dans le savant mélange entre teen movie, horreur et fantastique. Donc non, les acteurs font bien le taf. Cette scène du coup en témoigne bien. Donc s'ensuit bien entendu après une volonté en fait d'aller démastiquer les vampires, parce que du coup on remet un petit peu, parce que les personnages creusent un petit peu le mythe du vampire, et donc il est dit, ce que je vous avais dit en préambule de ce podcast, il est dit qu'en fait un vampire ne devient vampire que quand il fait sa première victime, donc il y a une sorte de compte à rebours, et qu'il faut tuer le chef vampire. Et tout le dernier tiers du film est vraiment la recherche du maître vampire. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est loin d'être con, hein, c'est-à-dire que en fait, ils prennent pour cible comme maître vampire le love interest de la daronne, qui s'appelle Max. C'est-à-dire qu'il a un chien qui est hyper vénère, qui pourrait être le chien des enfers, et à un moment donné, le mec vient dater la daronne à domicile, et ce petit date se transforme en guet-apens, où on lui piège chaque élément de la bouffe est piégé par les frères Frog. Donc c'est-à-dire en lieu et place du gruyère râpé, c'est de l'ail, et le mec survit à tout, même il a même son reflet dans le miroir.
Et du coup, à ce moment-là, eux, ils ne comprennent pas. Sauf que si t'as l'habitude, voilà, quand t'as regardé les films de vampires, etc., il se fait inviter par Michael à l'intérieur de la maison. Et on saura, voilà, ça sera la révélation plus tard, que, bon, ça c'est sorti du chapeau aussi, que un vampire qui est invité à domicile est invincible. Bon, invincible, ça veut pas dire qu'il retrouve ses trucs. Bon, on joue un petit peu avec les codes, ça permet de faire un côté un peu whodunit et un petit peu Scooby-Doo pour la fin. Bon, c'est pas le mieux dans ce film-là, mais à la rigueur, c'est rigolo. À la rigueur, c'est rigolo et ça passe plutôt bien, ça donne un petit charme au film. Et donc voilà, toute notre... donc à un moment donné, donc ils éliminent... donc Max, pour eux, n'est pas forcément le chef vampire, donc c'est David. Donc ils vont dans la grotte, ils réussissent à exterminer Alex Winter, alias Marco, dans des geysers de sang, et ils se rendent compte, et en fait, nos amis les vampires dorment accrochés à une poutre tels des chauves-souris. Et s'ensuit le côté un peu Stranger Things de la chose, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à éradiquer tout le monde, et donc ils retournent dans la maison familiale, donc la maison du grand-père, se barricader, faire un plan d'action qui va, qui est le surfond de musique. C'est un peu le côté un peu à la Rambo, Rocky, et façon maman j'ai raté l'avion, donc on va piéger la baraque, et on va remplir les pistolets à eau d'eau bénite. Voilà. Et donc, tout ça nous amène dans le dernier morceau du film, donc qui est le final, voilà, donc qui est censé être le climax. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il y a, au final, on pourrait dire qu'il y a un double climax, parce que l'assaut par la bande de David, plus la révélation finale, et la mort du vrai chef vampire, c'est vraiment le dernier climax. Donc c'est, au final, structurellement, visuellement et techniquement, c'est loin d'être con en fait, c'est loin d'être de la merde en fait, Génération Perdue. C'est vrai que à le regarder aujourd'hui dans son fonctionnement, s'il sortait aujourd'hui en salle, il y aurait avec les moyens d'aujourd'hui, les critiques seraient élogieuses comme on a pu en avoir pour le Top Gun Maverick, parce qu'il y a tellement il y a tellement de la merde au cinéma que Top Gun Maverick en devient un fleuron du genre. Les gens se disent c'est extasie quoi. Alors que bon, Top Gun Maverick, c'est ce que j'arrête pas de dire, oui c'est un bon film, c'est pas ouf. Voilà, c'est comme le premier Top Gun. Le premier Top Gun, noyé dans ce qui était produit dans les années 80, bon, c'était sympa, mais c'était voilà, il y avait de meilleurs films. Et c'est vrai que de revoir Génération Perdue aujourd'hui, avec la disette qu'on a en salle, ouais, tu te dis finalement, c'était quand même pas tant de la merde que ça, en fait. Voilà. Donc le dernier, donc le climax du film avec l'attaque en fait de David et ses sbires sur la maison de Michael et Sam donne lieu à de multiples séquences plutôt drôles et des mises à mort sympas, donc notamment une scène d'effets spéciaux d'affrontement entre Michael et David. Michael acceptant ses pouvoirs pour pouvoir voler et s'affronter dans les airs. Comme je vous l'ai dit, c'est perfectible, mais allez, ça a quand même de la gueule, tu sens les effets spéciaux en dur. Ça donne lieu à de multiples mises à mort, soit en mode je tombe dans une baignoire d'eau bénite, donc... alors ça, c'est vraiment un truc des années 80 qu'ils aimaient bien aussi, que tu en retrouves dans Robocop. On aime bien éclater un mec en mode je fonds, tu vois, en mode slime, quoi, voilà. Donc, et là, c'est quand même le chien, donc les frères Frog, ils n'arrivent pas à dézinguer l'un des sbires, et c'est quand même le chien, dans un élan, qui prend son élan et au ralenti saute de ses quatre pattes comme ça, et ça c'est quand même assez rigolo de le voir. Tu sens vraiment la maquette d'un chien, tu sais, tu sens vraiment le raccord entre le vrai chien et le faux chien, et qui pousse le vampire dans la baignoire d'eau bénite. Donc voilà, c'est une première mise à mort sympa. T'en as un autre qui se fait empaler ouais, il se prend une flèche et il finit dans une stéréo, et voilà, c'est une mort en stéréo. Il y aura une private joke de Corey Haim, et puis après on a le kiff, et d'ailleurs c'est assez triste parce qu'au final je pense que il voulait juste être pote avec Michael, un peu plus si affinité, mais ouais, moi ça me fait toujours de la peine de le voir mourir, David. Il se fait empaler. Puis il y a un côté un petit peu. Voilà. Et Joel Schumacher joue bien sur ce truc-là. Alors, c'est peut-être moi qui ai l'esprit tordu depuis Commando, de voir aussi un côté un peu gay de la chose, mais. La mort de Kiefer Sutherland, un peu douloureuse, qui se fait enfoncer quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a ce côté-là un peu phallique
Après, le vampire est phallique, donc c'est pas moi qui ai l'esprit tordu. Donc il y a un côté un petit peu phallique de la chose, qui est bien retranscrit, jusqu'au dernier climax où on découvre que Max était invincible et que c'était lui le chef vampire, et que patatras, il explique un petit peu à la James Bond, à la Scooby-Doo, tout son plan, qui était de constituer une famille, qui cherchait une daronne pour sa famille, pour la convertir, bon voilà. Ça a un côté un petit peu l'hôtel Transylvanie, si vous voyez ce que je veux dire, à ce niveau-là. Et il finira empalé par la clôture du grand-père, voilà, qui fait une bonne vieille marche arrière, et il se prend un bon gros coup de pieux clôture, et il explose dans la cheminée. Donc voilà, c'est feu d'artifice, qu'on a voilà, un peu de pyrotechnique pour la fin. Donc tout ce petit monde s'en sort plutôt bien. Michael redevient du coup un être humain, comme Star, et comme on n'en a pas parlé, mais bon, parce que bon, il est plus anecdotique qu'autre chose, ce petit enfant vampire que protège Star, et qui d'ailleurs qui est très moche aussi d'ailleurs au passage, à la fois en vampire, et je sais qu'à l'époque avec Peterson, on avait mis du temps à comprendre que c'était un garçon en fait, pas une fille, voilà. Donc bon bref, on s'en fout un petit peu à ce stade, et t'as le grand-père, où tout le monde va le voir, parce que tout le monde le prend pour un teubé comme ça, et c'est lui qui clôture le film comme ça. Et tout le monde dit oh, mais ça va grand-père, ou ça va papa, il lui dit Daron, il fait tu sais, ce qui m'a toujours emmerdé à Santa Carla, c'est ces putains de vampires. Et voilà, et tout le monde est sur le cul, parce qu'en fait, il savait, en fait. Donc, d'où le lien de ce que je vous ai dit sur la clôture inversée, etc. Avec les pieux, de là à dire que son truc pour la taxidermie, ça en fait d'une sorte de Van Helsing. Pourquoi pas, il n'y a qu'un pas, qui du coup n'a jamais été creusé, ni dans les suites, parce qu'il y aura des suites, ni dans rien du tout. Voilà, donc voilà pour ce film-là, un chouette fleuron des années 80, essentiel même, après toutes les qualités que je lui ai données, tant esthétique, tant que de manière musicale, et de son apport en fait au genre, hein, la mixité en fait entre le teen movie et le film de vampire, hein. Et d'ailleurs, comme le film de mort-vivant, en fait, hein, le zombie movie, le zombie flic, le vampire flic se renouvelle assez régulièrement. Et ça, c'est quand même assez chouette, hein. Contrairement on va dire, au thème du loup-garou, qui a du mal à se renouveler avec le temps. Voilà, il n'y a pas autant de production sur le thème du loup-garou que... alors certains vont me dire mais Twilight, c'est un peu ça. Excuse-moi, tu sors là, vite. Voilà, donc voilà, il est temps de faire un petit peu le point. Donc, niveau budget, donc c'est un budget à 8,5 millions de dollars, et c'est quelque chose au box-office qui en rapporte 32 millions. Et bien entendu, ça ne prend... Alors, les chiffres que j'ai pu récupérer ne prennent pas l'exploitation vidéo, parce que c'est quand même un fleuron de la VHS, donc on peut aisément admettre que c'est quelque chose, si on prend le chiffre de l'exploitation VHS, qui pourra atteindre les 50 à 60 millions de dollars de manière mondiale à l'époque. Donc c'est plutôt un bon plan. Donc je vous ai fait la suite de la carrière de chacun des acteurs qui a été traité. Voilà, c'est des suites tardives, hein, voilà, donc Corey Feldman mettra du temps et poussera au cul pour produire des suites, notamment avec Warner et avec Richard Donner un peu lointain aux manettes. Donc c'est un premier opus qui s'appelle Lost Boys The Tribe, donc pour le numéro 2, qui débarque en 2008, réalisé par P.J. Paisley, qui est un spécialiste des suites DTV de films, notamment pour From Dusk Till Dawn, donc qui est Une nuit en enfer de par chez nous, le numéro 3, avec au casting Autumn Reeser et le petit frère de la famille Sutherland, hein, parce que Donald continuera à batifoler et aura un énième fils appelé Angus Sutherland, qui est le petit frère de Kiefer et qui jouera le chef de la team de vampires. Et au lieu d'avoir des vampires glam rock, c'est un mix à Point Break, c'est des vampires surfeurs, voilà, mais toujours sur la côte ouest des États-Unis. Donc c'est pas mauvais, c'est pas ouf, mais voilà, c'est honnête. Voilà, c'est une suite qui est honnête. On va dire que c'est ta génération perdue, ce que Tremors 2 est à Tremors. Voilà. Et ça continuera en 2010 avec Lost Boys The Thirst, voilà, de Dario Piana.
Piana, c'est ce que j'ai marqué, ouais. Connu au bataillon, que j'ai vu, dont je ne me rappelle plus, donc ça doit pas être fameux, et qui marque le retour, parce que dans le numéro 2, on a que Edgar Frog, et dans le numéro 3, c'est le retour de Alan Frog, dont on a les deux, le retour de Jamison Newlander, donc on a les deux au compteur. Un 4e opus devait voir le jour, mais je pense que les résultats du 3e ont un peu freiné en termes de vidéos, donc voilà, c'est honnête. Ça a rangé dans la catégorie des suites, par exemple, du Vampire de John Carpenter, du Vampire Los Muertos et du numéro 3 qui n'a plus rien à voir avec la sauce. Donc voilà pour ce Lost Boys. Alors ce Lost Boys, je l'ai à la fois chez moi en DVD, en VHS, et comme me l'a signalé, donc je fais une petite dédicace aussi, un des tweetos de mes followers sur Twitter et de mes auditeurs bien entendu, qui m'a suggéré que il fallait peut-être que j'attende la prochaine sortie en 4K, effectivement, mais là je me suis récupéré en fait un Blu-ray anglais dans une copie qui est ce qu'elle est. Voilà, qui est mieux, parce que moi, mon souvenir s'était arrêté au DVD à la VHS, donc c'est toujours mieux, et à noter que ce Blu-ray-là que j'ai, cette édition-là, oui, suivant comment tu règles ton écran UHD, ça papillonne énormément dans les plans les plus sombres, hein, le bruit est quasi dégueulasse, après dans les plans clairs ça passe, donc j'imagine que dans cette prochaine édition 4K, on aura un master digne de ce nom, donc moi ça m'a permis de le redécouvrir, j'avais envie aussi de m'offrir une petite récréation, pour reprendre un petit peu les affaires avec 7ème dimension en cette période estivale, c'est chose faite, donc du coup vous pourrez écouter aussi cette vérif peut-être l'an prochain aussi, pour vous refaire une petite temporalité estivale. Peut-être que je vais me faire une playlist de la vérif en mode estival sur YouTube, voilà, pour vous classer les épisodes estivaux, ça au fur et à mesure des années, il y en aura, oui, j'ai prévu quand même que ça continue, n'oubliez pas 7ème dimension, ça continue. Non pas s'il y a manque d'auditeurs, on s'en fout, ça continue parce que j'ai envie que ça continue, voilà, donc c'est ça, je suis libre à ce niveau là. Donc quelles sont les suites des opérations? On va se retrouver assez vite avec la spéciale Predator, donc j'avais annoncé que peut-être je ferai un Welcome to the Streaming pour pré et les autres opus Predator dans une spéciale Predator. Je pense que je vais tout mettre dedans en fait, voilà, je vais attendre de voir pré et à mi-août débarquera ma spéciale Predator, et après je reprendrai le cours des opérations. Et quel est le cours des opérations du Michael Mann dans la vérif, et après je m'attaque, et oui, roulement de tambour, à la saga Star Wars, et je commencerai avec la trilogie d'origine. Donc voilà, moi j'ai pris un maximum de plaisir à chroniquer ce Génération Perdue. Je suis en train de me rendre compte là, je suis en train de regarder le rec, la temporalité d'enregistrement, je suis à plus d'une heure, je suis quasiment à 1h30, donc voilà, j'avais des choses à dire sur ce film là, il y avait des choses à dire, j'espère que je vous ai donné envie de le revoir, ça vous a fait plaisir que j'en parle, parce que c'est peut-être le film fétiche de certains, et on n'oublie pas, parce que à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bordel. Merci pour votre écoute. So people like us in places like this, we need all the hope we can get. No, I still believe. And I still believe. Oh, I still believe. Maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.